Voilà, suite de la matinale d'info en direct de Public Sénat avec l'invité politique aujourd'hui, c'est Pierre Laurent. Bonjour Pierre Laurent, merci d'être l'invité de Public Sénat de la presse quotidienne régionale des télévisions locales de France avec la participation de TV5 Monde. Pour vous interroger à mes côtés ce matin, Jean-Michel Elvig de la République des Pyrénées du groupe Sud-Ouest. Bonjour Jean-Michel, merci d'être sur ce plateau. Et Michael Zamès, le spécialiste politique de Public Sénat. Bonjour Michael, merci d'être avec nous. Pierre Laurent, le Parti communiste français bien sûr, mais le Parti socialiste a décidé de participer aux différentes manifestations contre les ordonnances. Se dirige-t-on vers un front anti-Macron, un réveil de la gauche en somme? Est-ce que vous l'appelez de vos voeux? Le sujet, c'est pas seulement front anti-Macron, c'est les ordonnances précisément. Il y a dans les textes des ordonnances quantité de reculs sociaux que nous n'acceptons pas, et je pense que la protestation est en train de se déployer, de grandir. Sur le front syndical, vous avez peut-être vu que le débat à Force ouvrière est beaucoup plus agité que ce qu'on nous avait annoncé la semaine dernière. Donc, et puis, voilà, nous travaillons aussi pour que politiquement le front s'élargisse. Donc je pense qu'on va vers une première journée de mobilisation le 12 septembre. Qui va marquer, je l'espère, l'entrée dans une mobilisation sociale forte pour ne pas accepter les ordonnances. Jean-Michel Elvig. Quel est votre objectif? Enfin, votre objectif, c'est la critique des ordonnances, on l'a bien compris, mais est-ce que vous fixez, comme c'était pour la loi El Khomri, l'objectif du retrait des ordonnances? Est-ce que vous considérez que vous avez manifesté jusqu'à ce qu'il y ait un retrait des ordonnances, ou bien vous souhaiteriez une renégociation? C'est l'objectif souhaitable, le retrait des ordonnances. Évidemment, on voit bien que la majorité parlementaire étant rangée aujourd'hui derrière le président de la République, ce sera difficile. Mais il faut aussi créer une situation de non-application de certaines ordonnances, puisque précisément les ordonnances supposent derrière des décrets d'application et tout ça. Donc on entre dans une séquence de bataille sociale longue. Donc nous ferons tout ce qu'il est possible de faire au Parlement. Il y a des choses que, au moment où la loi va venir pour ratification, après la loi d'habilitation, on essaiera d'imposer des reculs. Plus la mobilisation sera forte et plus ce sera possible. Et par exemple, on sait que la question de la baramisation prud'homale continue de faire débat, et beaucoup d'autres. Donc il faut créer le rapport de force le plus élevé possible pour essayer d'empêcher ces reculs sociaux de se mettre en place. Ces ordonnances, vous diriez que c'est la casse du Code du travail? Oui, on voit bien. Je vais prendre un exemple. On nous dit, le gouvernement dit, mais on renforce le rôle des branches. Mais le nombre de renouvellements possibles de CDD, aujourd'hui, est fixé par la loi. Dans les ordonnances, il est fixé par les branches. Et puis, d'autres questions passent de la branche à l'entreprise. Donc, on est en train de tirer vers le bas le niveau de protection dans tous les domaines. Bon, par exemple, sur cette affaire des CDD, on voit bien que plus on va généraliser le recours possible à la multiplication de CDD successifs, et plus on aggravera la précarisation de l'emploi. Nous voulons empêcher ça. C'est une question sur laquelle on peut faire bouger les choses. Oui, mais justement, cette question des branches et du renforcement de la consolidation de la compétence des branches, notamment sur les emplois, les CDD, c'est ce qui a fait que FO s'est démarqué de la position de la CGT. La FO a trouvé que c'était plutôt une bonne chose. Est-ce que vous avez le sentiment que dans cette négociation, le gouvernement, à l'inverse des précédents qui avaient surtout cherché à séduire et à s'attirer les bonnes grâces de la CFDT, de la CFTC ou de l'UNSA, est-ce que cette fois, le gouvernement et les négociateurs n'ont pas joué FO? Non, mais peut-être que dans leur tactique, il y a ça en tête, mais je rappelle que quand nous manifestions l'an dernier avec des syndicalistes de FO, ce qui était en cause, c'est ce qu'on appelle l'inversion de la hiérarchie des normes. C'est-à-dire que, en vérité, au lieu de privilégier ou la loi ou le niveau des branches, mais avec l'objectif d'un principe de faveur, c'est-à-dire que nous, dans notre esprit, quand il y a accord de branche, quand il y a accord d'entreprise, ça ne doit pas être inférieur à l'échelon supérieur. C'est-à-dire que les accords doivent être là, non pas pour déroger à la loi et aux normes sociales applicables à tous, mais elles doivent éventuellement améliorer, quand c'est possible, une situation. Or là, on inverse totalement les choses. Et tous les échelons sont utilisés pour tirer les droits sociaux vers le bas. C'est ça qui était en cause, avec y compris
compris quand nous discutions avec les syndicalistes de Force ouvrière, et non seulement ça n'a pas changé, mais ça s'aggrave. C'est pour ça que je pense que dans les milieux syndicaux, le débat va continuer et vous verrez qu'il y aura dans les mobilisations sociales de très nombreux syndicalistes, pas seulement de la CGT, mais de Force ouvrière. Donc, Pierre Laurent, si on entend bien, vous serez présent le 12, vous serez présent le 23 également, aux côtés de la France Insoumise. Je serai présent évidemment le 12, parce que cette journée-là, il faut la réussir pour la suite. Ensuite, je sais bien qu'on zappe ce rendez-vous systématiquement. Je serai présent à la Fête de l'Humanité. Oui, c'est bien le moins. Ce sera un grand Celui qui zappe la Fête de l'Humanité, c'est Jean-Luc Mélenchon que vous avez invité. Mais il y a des centaines de milliers de personnes qui vont venir à la Fête de l'Humanité. Et la Fête de l'Humanité, c'est un rendez-vous où il y a le monde social, les gens qui sont actifs, mais aussi la jeunesse, très important, parce que la jeunesse avait joué un rôle de premier plan dans la mobilisation sur la loi travail. Il faut donc vous ferez de la fête de cette rencontre. La Fête de l'Humanité va être un beau carrefour. Et ensuite, il y aura d'autres rendez-vous de mobilisation, probablement des nouveaux rendez-vous de mobilisation syndicale. Et donc, en fait, vous ne voulez pas laisser le monopole de la rue à Jean-Luc Mélenchon. Et la Fête de l'Humanité, on va s'occuper de la suite. Vous ne voulez pas laisser le monopole de la rue à Jean-Luc Mélenchon. Non, mais personne n'a le monopole de la rue, pas plus Jean-Luc Mélenchon que le Parti communiste ou que n'importe quelle organisation syndicale. Celui qui prétend avoir le monopole de la rue, il n'existe pas. Est-ce que l'absence de délibéré de Mélenchon à la Fête de l'Humanité fait partie de ces manques de respect que vous, c'est le mot et de vous, que vous lui reprochiez à l'égard de votre parti? Je trouve que c'est dommage. La Fête de l'Humanité est un endroit où convergent toujours l'ensemble des forces de gauche de transformation sociale, de la gauche sociale, syndicale et politique. C'est un rendez-vous dans lequel Jean-Luc Mélenchon a toujours, ces dernières années, été très bien accueilli. Donc, les dirigeants de la France Insoumise vont participer à une série de débats à la Fête de l'Humanité et l'ont accepté. Et donc l'absence de Jean-Luc Mélenchon, elle est regrettable aussi par rapport à des militants qui se sont beaucoup mobilisés et dépensés pour sa candidature. Ça sera ma dernière question sur Jean-Luc Mélenchon. Encore. Je sais que c'est un débat, mais hier sur son blog, il parle de hargne de la caste médiatique contre la France Insoumise. On est quoi, dans le délire ou c'est une vraie victime, Jean-Luc Mélenchon? C'est pas nouveau quand même. Vous découvrez pas les propos de Jean-Luc Mélenchon sur les médias. Il y a un vrai problème, moi je crois, de pluralisme médiatique. Par exemple, nous on a tenu une université d'été il y a 10 jours, 15 jours, elle a été totalement occultée médiatiquement. Elle a été tue par les médias. Donc le problème du pluralisme politique se pose. Et il y a un vrai débat à avoir sur la manière dont le débat médiatique se déroule. Cas, Pierre Laurent, vous êtes invité sur Public Sénat aujourd'hui. Voilà, notre invité politique. C'était pas une attaque contre Public Sénat, mais bon, je note que quand même tout le monde n'est pas toujours traité à la même enseigne. Secrétaire national du Parti communiste français, qui a pu parler de la Fête de l'Humanité qui arrivait. Voilà, hier, Gérard Larcher, le président du Sénat, a dit que le président de la République, Emmanuel Macron, avait raté le rendez-vous de la confiance avec les élus locaux. Est-ce que vous êtes sur la même position que le président du Sénat ? Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Gérard Larcher avait tenu des propos beaucoup plus élogieux à l'égard d'Emmanuel Macron quand il est venu au Sénat au moment du lancement de la Conférence nationale des territoires. Le président du Sénat découvre la Lune. Parce qu'à partir du moment où le président de la République annonçait dès le début une nouvelle cure violente d'austérité, évidemment, elle allait s'appliquer aux collectivités locales avec des conséquences très importantes. Donc on voit bien déjà les coupes budgétaires s'amplifier, et puis l'affaire des contrats aidés, entre autres choses, qui est très importante. Parce qu'au lieu, on nous parle de lutte contre le chômage, mais au lieu de se dire... Il y a plusieurs centaines de milliers de contrats aidés, il faut les pérenniser, il faut les sécuriser, il faut investir dans la formation, mais en ne perdant pas ces emplois qui sont utiles, eh bien on commence par les supprimer. Et puis on tient un discours général pour dire on va faire de la formation à la place, mais commençons par former ceux qui occupent les contrats aidés et pérennisons ces emplois. Voilà ce qui serait une manière de... Demande au gouvernement de revoir sa copie. La région Bretagne demande un moratoire ce matin. Mais bien sûr, mais c'est une catastrophe la suppression des emplois aidés. Il y a la région Bretagne, mais il y a un peu partout en France des communes qui sont des écoles, des services publics qui sont très en difficulté à cause de ça. On a précarisé ces emplois déjà à l'époque en remplaçant
ce qui devrait être des emplois sécurisés par des contrats aidés. Et aujourd'hui, on les supprime et on les remplace par rien du tout. Et finalement, toutes ces nouvelles et ces annonces économiques, est-ce que ce n'est pas la meilleure nouvelle pour vous, pour les candidats communistes, aux élections sénatoriales, alors que vous étiez plutôt mal parti? Quand il y a des mauvaises décisions gouvernementales, c'est jamais une bonne nouvelle pour le pays. Moi, je ne fais pas commerce des difficultés du pays. Ce qui est certain, c'est que ça doit mettre en alerte l'ensemble des grands électeurs qui vont se prononcer sur les élections sénatoriales. Qu'est-ce qu'il y aura dans le Sénat comme groupe pour s'opposer à cette politique? Les Républicains et les centristes ont voté les textes au mois de juillet du gouvernement. Et le groupe socialiste a été incapable de s'y opposer. Il n'y a plus de groupe écologiste. Le seul groupe qui s'est opposé clairement et qui a fait des contre-propositions, c'est le groupe communiste, républicain et citoyen. Il faut que ce groupe soit présent dans l'hémicycle. Et je pense que nous avons bon espoir que ce soit le cas. Vous menez campagne, votre parti mène campagne, vos élus, vos sortants mènent campagne pour les sénatoriales. Est-ce que vous constatez dans la campagne, sur le terrain, des problèmes avec les élus de la France insoumise, du même type que celui qu'il y a eu en Corse, où il y avait eu un accord pour les élections territoriales entre la France insoumise et le PCF, et Mélenchon là, a dénoncé cet accord comme de la tambouille électorale. Est-ce que cette forme de sectarisme, vous en subissez les effets dans la campagne que vous menez actuellement pour les sénatoriales? Non, ce que je constate, moi, c'est plutôt une différence entre l'attitude effectivement parfois très dure des dirigeants de la France insoumise, comme dans le cas de la Corse, et sur le terrain des discussions qui, au contraire, se continuent parce que les militants de la France insoumise, du Parti communiste, qui ont déjà mené des batailles ensemble, veulent plutôt continuer à les mener dans beaucoup d'endroits. Et donc, il y a des discussions qui se poursuivent. Aux élections sénatoriales, la France insoumise a décidé de faire l'impasse, mais il y a des discussions qui se mènent ici ou là. Donc, la discussion est souvent plus facile sur le terrain qu'elle ne l'est alors qu'il est au dérive, à votre avis, il y a une dérive politique de Jean-Luc Mélenchon? Dans quel sens une dérive? C'est la question, je vous la pose, puisque par rapport aux positions antérieures, lorsque vous étiez allié au sein du Front de gauche, on ne peut pas dire que la situation est la même. Le débat que nous avons actuellement, notamment, c'est que la France insoumise se vit comme la seule opposition possible, une espèce qui prendrait le pas sur l'ensemble des oppositions politiques et sociales. Et je ne crois pas que ce soit raisonnable. Parce que les oppositions sont diverses, il faut les unir. Une dernière question. Emmanuel Macron a reçu l'opposition vénézuélienne à l'Élysée hier. Il a qualifié le régime actuel de dictature. Vous étiez plus soft sur Nicolás Maduro. Est-ce que le PCF maintient-il son soutien au président Maduro? Non, mais je pense que la situation vénézuélienne, si on veut en parler, c'est compliqué d'y répondre en une minute, elle est extrêmement inquiétante. Et les dérives violentes auxquelles on a assisté, les dérives de confrontation qui ont eu lieu ces derniers mois, qui sont le fait d'une opposition vénézuélienne qui n'est pas une opposition démocratique, mais qui est une opposition violente aussi. Et la réponse que lui a apportée Maduro ne convient pas. Donc si nous avons des efforts politiques à développer, c'est pour développer des médiations politiques pour éviter la logique de confrontation actuelle. Vous prenez une distance avec Nicolás Maduro aujourd'hui? Mais j'ai pas de distance ou pas à prendre. Je pense que effectivement la situation actuelle, qui est très difficile au plan économique et au plan démocratique dans le pays, ne peut pas durer. Et je ne souhaite pas, moi, le développement de cette confrontation. Le président de la République a eu raison de recevoir l'opposition vénézuélienne à Paris? Non, je ne suis pas sûr que ça dépend pourquoi faire. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit. Si c'est pour plaider au retour d'un dialogue politique national au Venezuela, c'est utile. Si c'est pour encourager la confrontation actuelle, comme semblent vouloir le faire les États-Unis, c'est une mauvaise chose. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, donc merci. J'aimerais en savoir plus. Merci Pierre Laurent, le secrétaire national du Parti communiste français, qui était notre invité politique ce matin. Votre interview sera reprise sur les sites internet de la presse quotidienne régionale ce matin. On passe au débrief de vos propos dans un instant. Pierre Laurent, merci. Voilà
pour débriefer les propos de notre invité et l'actualité. J'accueille sur ce plateau, en deuxième partie de cette matinale d'info, Guillaume Doyen, le rédacteur en chef, directeur de la rédaction de la Gazette des communes, des départements et des régions. Bonjour Guillaume. Bonjour, et Mathieu Verrier de La Voix du Nord. Merci d'être avec nous, Mathieu. Bonjour ce matin. Cyril. Donc le Parti socialiste a décidé de participer aux différentes manifestations contre les ordonnances. Le PCF y sera également, bien sûr. Pierre Laurent l'a réaffirmé ce matin. Est-ce que c'est un réveil de la gauche, cette gauche qu'on appelait plurielle? C'est un réveil un peu lent, hein, en fait. Ils ont quand même du mal à sortir du lit, là. Il est tôt, là. Hein, et je n'ai pas trouvé, si vous voulez, dans les déclarations de M. Laurent, un grand élan de gauche, mais plutôt un certain embarras face à ce qui est quand même un grand moment, qui aurait pu être un grand moment d'unité, si vous voulez, de la gauche, et ce qui n'est pas le cas pour l'instant, si vous voulez. Les relations sont toujours fraîches, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, avec Jean-Luc Mélenchon. On va en parler, oui. Et quant au PS, ma foi, je ne vois pas non plus l'ombre d'une gauche unie. Et là, pourtant, ils ont vraiment un créneau de tir tout à fait... Une fenêtre, comme on dit. Une belle fenêtre de tir politique pour eux, mais s'ils passent à côté, ça va pas être terrible. Vous l'avez pas trouvé d'un grand enthousiasme ce matin? Ah non. Le PS lui-même hésite encore. Hein. Il participe. On verra qui participe vraiment à ces journées. Mais le PS est divisé. Donc ça ne favorise pas l'union de la gauche. Et c'est vrai qu'après, de l'autre côté, il y a un gros problème personnel de la part de Mélenchon. Alors on y vient, c'était la deuxième partie de cet entretien avec lui. Jean-Luc Mélenchon constitue-t-il le principal problème au fond de Pierre Laurent du Parti communiste français? Oui, c'est le principal problème. C'est l'impression que vous avez eue ce matin? Ou ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Vous voyez bien dans les réponses extrêmement à la fois prudente, mesurée, que M. Laurent souhaite ne pas s'attarder sur le sujet et ne souhaite pas non plus mettre en lumière Mélenchon plus que cela. Il déplorait son absence prochaine à la fête de l'Humanité, quand même. Oui, prétextant d'un déplacement, je ne sais où, M. Mélenchon n'y sera pas. C'est vrai que c'est... Il y était auparavant. Il y était auparavant, et là, il n'y sera pas. C'est vrai que la présence incontestablement va manquer. Mais ce que je voulais vous dire, mais j'anticipe peut-être sur une de vos questions, ça concerne aussi ce qui va se passer le 12, c'est quels syndicalistes y seront. C'est à l'appel de la CGT. On verra quels autres syndicalistes, dont les centrales n'appellent pas à manifester, y iront malgré tout. Et là, ça va jouer. Le succès de ces journées du 12 sera très important. Pierre Laurent disait que le front syndical commençait à bouger en quelque sorte. Hein. Il était optimiste sur la manière dont les syndicats allaient peu à peu prendre conscience des choses. Oui, c'est toujours un peu le cas. Disons qu'il y a toujours les décisions des directions syndicales et après ça bouge à la base parce que la base souvent est un peu plus radicale parce que ça prend du temps aussi de faire comprendre aux militants quels sont les enjeux pour l'organisation. Donc ça. Il y a toujours un petit décalage entre la direction et la base. Donc effectivement, Pierre Laurent le front optimiste peut encore, de ce point de vue-là sur ce plateau ce matin. Vous avez vu? Oui, il a mentionné les dissensions chez FO sur le sujet. Hein. Mailly, lui, n'appelle pas à manifester, mais il y aura des militants FO, très probablement dans le cortège. Peut-être même des cadres de Force ouvrière. Donc, si vous voulez, on verra là, à ce moment-là, jusqu'à quel point chez FO, ça se divise. Ce qui pourrait amener peut-être Mailly à revoir un certain nombre de ses propos. Parce que c'est un des grands problèmes aussi de la gauche actuellement, c'est cette division syndicale. Contre la loi El Khomri, c'était assez facile. On suivait les syndicats qui étaient unis, qui avaient la même position, du moins CGT et FO. Là, c'est un peu plus compliqué. C'est quel front syndical on peut suivre? C'est les syndicats qui donnent le là. C'est eux qui manifestent en premier le 12 septembre. C'est quoi, Guillaume Doyen? C'est l'habileté du gouvernement là, dans la négociation? Oui, franchement, c'est l'habileté du gouvernement. En voyant le contenu des ordonnances, en le découvrant, là, on avait... que était validé. C'est la méthode d'Édouard Philippe, c'est ça? Oui, non, mais attendez, les ordonnances sont vraiment, de manière affichée, des vraies ordonnances libérales. Si vous voulez, on en pense ce qu'on veut, mais c'est vraiment le ton de ces ordonnances. Et obtenir que FO n'y aille pas, si vous voulez, c'est tout à fait étonnant. À mon avis, FO se disant, les syndicats réformateurs, dits réformateurs, si vous voulez, ont maintenant
suivant l'exemple de la CFDT, peut-être plus de chances de progresser que les autres. Et c'est aussi parce que les branches sont renforcées. FO apprécie particulièrement. Donc, Sur les contrats aidés, Guillaume Doyen, qu'est-ce que vous avez pensé de ce que nous a dit Pierre Laurent ce matin? Il a raison de mentionner les collectivités. Il faut se rappeler, il a rappelé quelque chose d'intéressant aussi, c'est qu'au début, la gauche de la gauche, dont il fait partie, ne souhaitait pas des contrats aidés. Donc il est qualifié, si vous voulez, de sous-contrat, quoi. Donc ils ne souhaitaient pas, ils sont arrivés malgré tout et maintenant ils ne souhaitent pas que ça disparaisse. Il a raison de dire que dans les collectivités ça va poser des réels problèmes et que les préfets vont devoir régler ça pour cette rentrée. Alors il a dit en gros que Gérard Larcher, le président du Sénat, l'avait rejoint presque. Vous savez que Gérard Larcher hier a dit que le président de la République avait raté le rendez-vous de la confiance avec les élus locaux et il dit que Gérard Larcher est sur sa position à lui maintenant. C'est ça, il a souligné le discours très bienveillant de Gérard Larcher en juillet. Et c'est vrai que dès juillet, on savait que les collectivités locales trinqueraient un petit peu avec ce gouvernement. Guillaume Doyen, sur le Venezuela, Nicolas Maduro, vous l'avez trouvé comment, Pierre Laurent? Vous trouvez qu'il s'est plutôt distancé des premières positions du Parti communiste français? Oui, clairement. Je rappelle que le président de la République a reçu l'opposition vénézuélienne à l'Élysée. Effectivement, là, il a fait preuve d'une certaine prudence rhétorique, si vous voulez. Clairement, il est un peu embarrassé dans cette affaire. Et je dirais qu'il n'a point la retenue de la France insoumise. Donc, il voit les choses de manière plus nuancée pour ce qui concerne l'opposition vénézuélienne et le gouvernement. Et tout en contestant que c'était une bonne idée que le président de la République reçoive l'opposition vénézuélienne. Vous avez entendu tout à l'heure sur ce plateau. Oui. Il ne peut pas non plus retourner sa veste trop vite. Enfin, du moins, changer de direction trop vite. Merci Mathieu Verrier de La Voix du Nord d'avoir été le débriefeur de Pierre Laurent sur ce plateau ce matin. Merci Guillaume Doyen de la Gazette des communes, des départements et des régions. Voilà, le 24 septembre prochain sur Public Sénat, vous savez, toute la journée sera consacrée aux élections sénatoriales. À 3 semaines du scrutin qui doit renouveler la moitié de la Haute Assemblée. C'est le premier volet d'une série sur le terrain. On part en direction de la Manche où 2 présidents de commission sont en campagne et c'est Jérôme Rabier pour Public Sénat qui les a suivis sur le terrain. On regarde ensemble. Il est le candidat qui rêve de renverser la table. Mais en attendant, Jean-Michel Mage doit d'abord installer la sienne avant une rencontre avec les grands électeurs. Mais ce soir, le candidat En Marche et sa colistière n'ont que 2 présents, venus davantage par curiosité. Au moins le dialogue est direct, mais aussi franc sur les dernières annonces du gouvernement. Je constate un gouvernement qui prend des décisions, mais sans même concerter les parlementaires. Je pense que la méthode, elle est brutale, oui, mais elle est salutaire parce que le gouvernement a bien dit qu'il allait avoir un regard un peu particulier sur les contrats aidés de certains domaines, l'éducation, le social, qu'il fallait les regarder. Et de l'autre côté, qu'il fallait regarder également le type de population qu'on allait faire attention à certaines populations. Pas déstabilisé, ce candidat mise sur son profil, en même temps nouveau et expérimenté. Je suis de la société civile, certes, je suis un élu déjà ancien, expérimenté, et c'est justement, je serai un nouveau sénateur, mais avec une expérience d'élu de terrain et de rapport avec les autres élus, de rapport avec les collectivités. Une liste En Marche qui devra notamment faire face à 2 sénateurs sortants, 2 présidents de commission, les Républicains, dont Jean Bizet, élu au Sénat depuis 1996. Pour lui, l'arrivée d'En Marche ne devrait pas changer la donne. Ça ne concernera pas, je le sens, les grands électeurs qui ont un peu plus de recul, si vous voulez. C'est ça le subtil équilibre du bicaméralisme français. Et donc je suis plutôt confiant. Contrairement à 2011, la Manche élira ses sénateurs à la proportionnelle à un tour. Jean Bizet aura donc face à lui une autre liste de droite, celle de Philippe Bas, avec un risque de dispersion des voix. C'est plutôt désagréable, si vous voulez, parce que les grands électeurs vont être obligés de faire un choix. Mais nous sommes différents. Et donc, par conséquent, nous sommes complémentaires, si vous voulez. Je pense que c'est une richesse pour la Manche d'avoir un président de commission des affaires européennes et un président de la commission des lois. C'est ainsi que je présente les choses. Le président de la commission des lois mise, lui, sur la défense des territoires ruraux. Élu sur la liste du maire à Saint-Pois, dans le sud du département, il se veut le porte-parole de leurs revendications. Ici, en milieu rural, on a une vision naturelle. Et parfois, c'est plus haut, c'est une version
virtuelle. Et il y a un décalage parfois entre les deux. Et on essaye de combler le décalage. On a tendance à nous oublier. Eh bien moi, je ne veux pas qu'on soit les oubliés de la République. Et je crois qu'il faut que nous parlions d'une voix forte au nom de ce monde rural qui est nécessaire à la stabilité de notre pays et qui aujourd'hui vit très mal le cumul de décisions. Pour lui non plus, l'arrivée d'En Marche ne devrait pas bouleverser l'équilibre local. Ce qui dominera dans l'esprit des grands électeurs, c'est la confiance qu'ils auront dans la capacité personnelle de leurs élus à porter la parole de la Manche et à avoir au plan national un rôle, une mission qui soit utile à notre pays. Face à ces trois listes, la gauche manchoise tente de se renouveler et c'est un fidèle de Bernard Cazeneuve, Jean-Michel Houllegatte, qui portera les couleurs du PS. Mais en ces temps difficiles pour le parti, on préfère afficher des valeurs plutôt qu'une étiquette. La liste que je conduis est une liste qui comprend certes deux socialistes, mais qui comprend des gens qui sont de la gauche écologiste, qui sont des gens de la gauche. C'est une liste plurielle. Et moi, je suis tout à fait convaincu à l'heure actuelle qu'il y a une place pour une gauche qui soit une gauche humaniste, soit une gauche sociale, qui soit une gauche écologiste, qui simplement rappelle les fondamentaux. Et l'été, avec son lot de mesures plutôt impopulaires pour les collectivités, fournit là encore des arguments pour la campagne. Nos communes sont des petites républiques, c'est elles qui font vivre nos valeurs de la République. Elles ont besoin de moyens. Et à l'heure actuelle, donc avec la réduction des dotations d'État, avec la multiplication des normes, avec, je dirais aussi, la diminution, la réduction drastique des emplois aidés, elles risquent de ne plus pouvoir assumer leur mission. Et ça, c'est important qu'il puisse y avoir une voix au Sénat. Dans ce département qui s'étend de Cherbourg au nord, au Mont-Saint-Michel au sud, personne n'ose s'afficher en favori. La recomposition politique dans le pays aura-t-elle une répercussion sur ce scrutin si particulier? La réponse appartient aux presque 1600 grands électeurs du département qui voteront le 24 septembre prochain. Voilà, nouvelle saison, nouvelle formule pour notre matinale d'info à partir d'aujourd'hui et avec notre partenaire TV5 Monde. Chaque matin, l'essentiel des images de la nuit, ce qui s'est passé d'important dans le monde, ce que vous devez savoir avec le Zap Monde dans quelques instants. Merci et à demain. Lancement de missiles, manœuvres aériennes. La Corée du Sud montre qu'elle est prête à frapper sa voisine si nécessaire. Lors d'une nouvelle réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, la représentante américaine a encore plaidé pour un durcissement des sanctions. Enough is enough. Trop, c'est trop. Nous avons utilisé une approche progressive et malgré nos efforts, cela n'a pas fonctionné. Nous devons adopter les sanctions les plus sévères. Pendant plusieurs mois, la commission de l'ONU a enquêté et recueilli des centaines de témoignages. Exécutions extrajudiciaires, arrestations arbitraires, tortures, disparitions forcées, violences sexuelles. La conclusion est sans appel. La commission, au terme de ces enquêtes, a estimé qu'il y avait des motifs raisonnables de croire que la plupart de ces violations graves des droits de l'homme constituaient des crimes contre l'humanité. Devant la scène, une foule dense, compacte, attend Raila Odinga. Je veux féliciter la Cour suprême du Kenya, qui devrait être candidate pour un prix Nobel de la paix. Sous le feu des critiques, la commission électorale est sortie de son silence lundi pour annoncer la date de la nouvelle élection, le 17 octobre prochain. La justice a fini son travail et la Cour a dit qu'il fallait recommencer, n'est-ce pas? L'ouragan Irma pourrait toucher les côtes guadeloupéennes la nuit prochaine. Alors tant que la mer est encore calme, les plaisanciers renforcent la sécurité autour des embarcations. Dans les magasins de bricolage, les habitants viennent acheter de quoi protéger les façades et les toits. Nous avons eu une nuée de clients qui nous demandaient du contreplaqué, qui nous réclament des piles, des lampes, de la mousse extensive pour la toiture. Bouteilles d'eau, boîtes de conserve, bougies. En Martinique comme en Guadeloupe, la population s'équipe pour ne pas être prise de court. Peggy Whitson a parcouru 196,7 millions de kilomètres lors des 4623 orbites autour de la Terre. Elle est aussi la première femme à avoir été aux commandes de la Station spatiale internationale. Elle détient le record du nombre de sorties dans l'espace d'une femme astronaute.
La séance est ouverte. Nous voulons que justement les pratiques changent. Amendement, débat, adoption, vote. C'est le rôle d'une assemblée de voter, ces règlements ne tombent pas du ciel. Ce que nous proposons, c'est que l'on puisse se mettre au travail sans délai. Moi j'appelle notre assemblée à ce que, bien entendu, les droits de l'opposition soient respectés. Suivez toutes les séances parlementaires de l'Assemblée nationale, aujourd'hui à 9h30. Nous avions tous à l'époque un espoir inouï, un espoir dans l'avenir, que cette guerre avait été la dernière guerre. Fils et petit-fils de parlementaires, Abel Ferry est surtout le neveu de Jules Ferry, le père de l'école laïque, celui aussi qui encourageait les petits Français à regarder la ligne bleue des Vosges pour reprendre un jour l'Alsace et la Moselle. Avocat, Abel Ferry est élu député des Vosges en 1909 et quand la gauche remporte les législatives en mai 1914, tous les espoirs lui semblent permis. En juin, il est sous-secrétaire d'État aux Affaires étrangères, c'est-à-dire membre du gouvernement, à l'âge de 33 ans. Oui, mais quand la guerre éclate, Abel Ferry veut combattre. Il a déjà fait casser une décision administrative qui le réformait pour cause de tuberculose. Il demande à démissionner du gouvernement. Le président du Conseil, Viviani, refuse sa démission. Abel Ferry sera donc surnommé le ministre soldat. Il part combattre, à Veuvre, aux Éparges, dans l'Argonne. Mais il revient périodiquement à Paris pour participer aux discussions ministérielles. En juin 1916, la Chambre des députés se réunit en comité secret, c'est-à-dire sans public et sans impression du compte-rendu. Les députés confient à Abel Ferry une mission de contrôle avec le titre de commissaire aux armées. Il doit abandonner l'uniforme car un officier ne peut pas contrôler ses supérieurs. C'est une mission civile. Mais il sera très présent au front. Il assiste aux combats du chemin des Dames, aux offensives de Mangin et de Foch. Le 8 septembre 1918, guidé par son collègue Gaston Duménil, Abel Ferry se rend en première ligne. Un même obus les fauche. Gaston Duménil meurt presque immédiatement. Abel Ferry est évacué à Jauzy, où il va passer une semaine sur un lit d'hôpital, une semaine de souffrance, avant de s'éteindre le 15 septembre 1918. Clémenceau, en 1885, avait renversé le gouvernement de Jules Ferry qu'il détestait. Mais il admire le neveu et le courage du neveu. Clémenceau se déplace en personne pour remettre la Légion d'honneur aux mourants. Flash Talk présenté par Valérie Brochard et Raphaël Yem dans un instant. Aung San Suu Kyi pourra-t-elle répondre aux immenses espoirs placés en elle par son peuple en Birmanie? On se pose la question dans Droit de Suite. Pour commencer, un documentaire, Aung San Suu Kyi, la liberté en héritage, puis son réalisateur Thomas Dandois, la journaliste Sylvie Brieux, le chercheur Olivier Guyard et la coordinatrice de l'association Info Birmanie Camille Cuisset seront à mes côtés pour s'interroger sur l'épreuve du pouvoir que traverse aujourd'hui Aung San Suu Kyi. Droit de Suite, présenté par Jean-Pierre Gracien, ce soir à 20h30.